Bonjour, chers amis de Rango TV. Bonjour chez vous. J'espère que vous êtes tous branchés sur auprès de votre télé, votre laptop, votre mobile phone, en train de suivre Rango TV. Ce matin, je suis encore avec mon ami Maron Irata. On va toujours travailler en duplex comme d'habitude sur Zoom. Il est à Oxford, je suis à Manchester. Voilà, nous allons parler de la RDC parce que c'est de ce pays-là que nous sommes originaires. Nous allons parler de la RDC parce que la RDC est un grand pays qui vraiment a beaucoup de problèmes. Mais en parlant de la RDC, souvent, on se pose beaucoup de questions. Et d'entrée de jeu, je peux déjà commencer l'émission parce que je n'ai pas besoin de présenter mon ami Maran Errata en face. Lui non plus n'a pas besoin de se présenter encore une fois parce que vous le connaissez déjà. Alors, quand on parle de le monde moderne et la République démocratique du Congo, donc l'exploitation de la RDC, il y a plusieurs idées qui me viennent en tête. Je dis, mais qui exploite le Congo? Et je pense aussi à la situation actuelle de la RDC. Vous êtes sans ignorer que le grand pays connaît beaucoup de problèmes. Il y a la guerre à l'Est, il y a beaucoup d'histoires. Il y a aussi les minerais qui sont exploités. Il y a les enfants qui vont à l'école seulement à un certain âge. Mais l'alphabétisation est un problème sérieux pour lapsus, le lapsus. Donc, il y a tout un tas de problèmes dans le pays. Et puis, on se posera la question de savoir c'est qui le premier habitant du Congo, c'est qui est le premier habitant du Congo, qui exploite le Congo, comme je l'ai dit aussi, et qui est le père de l'indépendance du Congo. Et dans ça, il y a toute une amalgame de problèmes qui régit la RDC. Alors, avant que je ne pose la première question à Maron et Hata, j'aimerais que vous nous faites un peu un bref aperçu de ce que vous savez sur la RDC, quoi. La situation géographique. Eh oui, merci beaucoup, M. Raphaël Tsatsa. Et, et comme vous le savez, moi, je suis un ressortissant de la République démocratique du Congo. J'avais été éduqué en RDC et comme j'ai toujours dit assez souvent que je n'ai pas échappé à l'histoire sanitisée par l'Occident pour absolument dire aux Congolais ce qui s'est passé dans le passé. Et néanmoins, faisant des recherches ici en Angleterre, j'ai redécouvert l'histoire du Congo et mon histoire et du passé. Alors, et s'il faut qu'on commence à parler du Congo, le Congo, c'est un grand pays de l'Afrique centrale et c'est un des pays rares comme le Brésil ou l'Équateur coupe le pays en deux. Le Congo a plusieurs climats. Au nord, vous avez le climat équatorial qui couvre et la plus grande partie de l'équateur qui s'engagne et vers l'est. Au niveau de Kasaï, c'est-à-dire au milieu de Congo, excusez-moi, et au milieu du Congo, vous avez un autre climat, et vers le sud, au Katanga, à frontière avec l'Angola, vous avez un climat un peu plus tempéré qui est un peu plus froid. Alors, le Congo, c'est un pays vaste qui a des frontières avec à peu près 9 autres pays. Alors, et c'est un pays, pour bien décrire le Congo, c'est un pays, s'il faut réellement revoir ce qui s'est passé à la création du monde, c'est là où Dieu avait tous ses outils et il allait travailler ailleurs et il rentrait chez lui, puisque les dépôts de tout ce qu'il faut pour progresser, pour que l'être se développe, pour qu'on aille au ciel, et tous ces donc, tous ces outils se trouvent au Congo. S'il faut voir là où le monde se développe, on va avec tous ces chips comment, des batteries électriques et machin, il n'y a rien que Dieu ait oublié de déposer sur le Congo. Alors, c'est le peu que je peux dire sur le Congo, mais en même temps, je ne peux pas oublier de rajouter que le Congo est un pays
qui est en liste des pays plus pauvres, malheureux, et un pays qui souffre avec des atrocités intenses, un pays qui a passé d'holocauste, génocide, et un pays qui est presque déchiqueté en lambeaux. Et c'est ce que je peux dire de la RDC. Merci beaucoup. OK. Alors, je me suis posé la question de savoir qui exploite le Congo parce qu'il y a des mines qui sont exploitées par deux grandes sociétés, la société minière de Bakwanga, dont l'État est l'actionnaire majoritaire, et la société sino-congolaise, il y a le SACIM, donc société sino-congolaise, c'est SACIM. Donc, la première, donc, on parle de la société de Bakwanga. La société minière de Bakwanga est en banqueroute depuis donc en 2020, tandis que la deuxième est en forte croissance. Voilà. La question que j'avais posée, c'était qui exploite le Congo. Donc, on remarque de plus en plus la présence des Chinois dans l'exploitation minière du Congo. Il y a plusieurs exploitations minières qui sont dirigées ou bien qui sont vraiment encadrées par les Chinois, mais on se pose la question de savoir et on dit toujours que l'État est majoritaire en termes d'investissement, c'est-à-dire l'État est majoritaire en termes d'investissement. Voilà, donc les actions majoritaires appartiennent à l'État. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'avec les Chinois, le Congo avance? Parce que jusque-là, il n'y a rien qui marche. On dirait que c'est comme si l'argent part dans les poches de certaines personnes. Et M. Raphaël, je crois que je dois rentrer à votre question puisqu'elle semble avoir été changée. Qui exploite le Congo? Et Yeah. ce que je vous dirais, M. Raphaël, il faut qu'on commence à comprendre que le Congo, on ne peut pas dire que qui exploite le Congo pour le moment, puisque depuis que le Congo est entré en contact avec le monde étranger, le Congo a été exploité depuis 1570 jusqu'à présent. Le Congo n'a jamais cessé d'être exploité. 24/24, il y a des sorties et si réellement il n'y avait pas de dépôt incalculable de matière en RDC, ça serait complètement vidé pour le moment. Alors, vous avez posé la question de savoir vous avez parlé de Katanga, de mine de Katanga. Mais là où je voudrais toucher un tout petit peu, M. Raphaël, il faut commencer à comprendre la géopolitique de la RDC. Et quand la RDC a été gratuitement donnée aux génocidaires de Léopold II, et donc c'est ce pédophile, et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne pouvait pas diriger le Congo tout seul, il n'avait pas d'argent, c'était sa propriété privée. Il a prêté de l'argent des États-Unis pour dire que non, il allait faire sa bienveillance en tant que chrétien, allait aider les Congolais. Mais en réalité, à ce temps-là, les Allemands occupaient donc occupaient le sud de la RDC, donc la Tanzanie vers là, les Allemands occupaient une grande partie de cette région. Les Anglais occupaient l'Est, donc la moitié de l'Est vers le Soudan, occupaient une grande partie. Et avec toute la gratitude puisque Léopold était prêt à Victoria et d'Angleterre, tout a été donné à Léopold. Mais en réalité, le Congo n'a jamais cessé d'être influencé par trois pouvoirs. Le Congo anglais, le Congo allemand et le Congo belge, qui est plus surtout l'Est l'Est du Congo en général. Alors, les Américains, quand ils ont prêté l'argent à Léopold, les Américains se sont précisément basés à exploiter le sud et est de la RDC. Et je voulais bien corriger ici, Léopold II occupait l'ouest
c'est-à-dire Bas-Congo, le Bandundu, puisqu'il faisait son truc des caoutchoucs jusqu'à l'équateur. Alors qu'à l'Est, vous aviez les Anglais et les Allemands. Alors, et les Américains se sont complètement concentrés à déployer donc, la région de Katanga. Et quand même pendant l'indépendance et tous ces engrenages, ce ne sont pas seulement nos politiciens qui étaient visés, c'était ces intérêts-là des pillards, et des grands pillards de l'Occident, et qui comptaient quand on tuait. C'était pas seulement une affaire de tuer Lumumba, tuer Polo Okito, bien dégager Mobutu. Tout simplement, ce sont des enjeux à voir quel est le pion qu'on peut mettre. Alors, pour conclure à la première question que vous m'avez posée, donc, croyant que si notre État est en mesure de faire quelque chose, notre État n'est qu'un bouton, comme à l'ordinateur. Notre État n'est qu'une fonction qui est utilisable. On n'a jamais eu un État en RDC où on pouvait dire qu'il y a un pouvoir dans la présidence et dans l'homme, M. Raphaël, vous avez la conscience et vous avez l'intellect. Et il semble que chez nous, assez souvent, ce qui manque, c'est la conscience. Et puisque la conscience est très faible, l'intellect est corrompu. Ah, je crois que j'ai répondu un tout petit peu à votre première question. OK. On croit ce que vous dites. Si on regarde bien la situation actuelle du Congo, nous avons un gouvernement composé de 56 membres qui a été investi par l'Assemblée nationale depuis le 26 avril 2021. OK. L'Est de la RDC était déstabilisé par l'action de nombreux groupes armés, notamment les alliés démocratiques des ADF, qu'on appelle les ADF, donc alliés démocratiques, de force des alliés démocratiques. Alors, des miliciens islamistes originaires de l'Ouganda actifs dans le Nord Kivu et de l'Ituri. Donc, on entre directement dans la partie Est. Malgré le gouvernement qui avait été investi, nous remarquons qu'il n'y a rien qui se fait. Ils ont décrété l'état de siège, mais qu'en est-il de cet état de siège? Parce que la guerre ne finit pas. On raconte même que les gouverneurs sont là pour faire le bordel encore, parce que les gouverneurs militaires commençaient à rançonner les élèves pour pouvoir essayer de vivre avec leurs intérêts personnels, quoi. Commencer à rançonner les élèves et les étudiants. Les élèves devaient payer 5 dollars pour pouvoir faire un examen. Et ça a été vraiment un problème, mais on n'a plus entendu parler de ce problème. On ne sait pas qu'est-ce qu'il en est encore maintenant. Donc, la situation à l'Est est tout à fait désastreuse et tout à fait catastrophique, comme on peut le dire. Alors, la situation à l'Est, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle de la RDC? Le gouvernement ne fonctionne vraiment, pour moi en tout cas, le gouvernement ne fonctionne pas vraiment comme il faut. Les ministres, ce sont tous des voleurs. Il n'y a que des millions qui se volent depuis le début de la mandature de notre président, M. Félix-Antoine Tshisekedi. On ne fait qu'arrêter des millions. D'ailleurs, hier encore, on parlait, il y a encore 2 ou 3 jours ici de cette semaine, la semaine qui vient de se terminer, là, on parlait encore d'un détournement de 238 millions de dollars. Et on entend parler des millions, 100 millions, 100 millions, 300 millions. Donc, les projets qui commencent ou qui ne finissent pas, les poses de première pierre qui ont été faites mais qui ne sont jamais réalisées. Donc, la question ici, c'est de savoir quelle est la situation actuelle du Congo. Et merci beaucoup encore une fois, M. Raphaël. Et pour bien illustrer le Congo, et je vais prendre un exemple qui est presque le contraire de la RDC, mais du même valet, et c'est la Russie. La Russie, c'est un État très corrompu où la richesse est amassée par les plus riches, mais en même temps, la Russie protège sérieusement son sol. Ils vont réinvestir tout pour protéger leur territoire.
Ils vont faire tout qu'ils gagnent, qu'ils exploitent, mais que cette richesse soit entre les mains des nationalistes. Et bien au contraire, nous avons le Congo qui est, comme Mobutu l'a bien prôné, et servir et non se servir, tout ce qui touche ces miettes-là. Et c'est ce que je veux parler un peu de la conscience et de l'intellect. Et c'est la conscience qui manque. Et quand la conscience manque, et donc dans le sens cognitif, et on perd beaucoup de sens, beaucoup de fonctions. Donc, cet intellect qui manque, et je vais donner un petit exemple de général Mayele, qui avait une conscience éveillée, mais qui a fini par être assassiné. C'est pour les étudiants de la RDC. Il a soutenu les étudiants pendant le Mobutisme. Alors, ce que vous parlez de la RDC et l'Est de la RDC, je vais vous dire ceci. On ne peut pas parler de l'Est de la RDC qu'à présent. Il faut rentrer jusqu'au génocide qu'ils ont dit, génocide rwandais, machin et consort. Puisque c'est là où ça a commencé. Avant tout, c'était que des Japonais qui exploitaient l'Est de la RDC pour l'avancement de leur technologie, où ils fabriquaient téléphones et machin. Après, c'était des Chinois qui sont venus. Après, c'était des Indiens. Et pour le moment, les guerres qu'ils ont orchestrées à l'est de la RDC, ce sont des guerres qui ont été déclenchées pour qu'il y ait des fractions à ce que des multiples acteurs voleurs aient accès à des multiples parties des territoires où ils pouvaient calmement exploiter. La corruption en RDC est du niveau vraiment, je ne dirais pas désastreux, mais c'est effrayant même dans la famille. Donc, et tout le monde est corrompu. Et ton frère est très corrompu. Il est très facile à ce qu'il te dise un mensonge, un gros mensonge, qui peut même mettre ta vie en danger pour qu'il ait 5, 20 dollars. Alors, si on arrive à ces sens-là, où la conscience n'existe plus absolument, et l'unique conscience que les gens en RDC, c'est crier que Dieu. Mais si Dieu réellement est dans tout ce monde qui n'a pas de conscience, c'est un Dieu inconscient. Mais si on a un Dieu inconscient, alors que Dieu, dans sa conscience, a donné l'homme la conscience, ce n'est pas un Dieu qu'on a. Et c'est ça que j'ai très, très peur, puisqu'à ce moment, quand tu parles de Dieu, des églises, mais en réalité, cette conscience-là, on te dit que non, Dieu va faire, Dieu va faire. Il y a une très grande différence entre la réalité et la foi. La foi vient quand on est ignorant, quand on ne connaît pas. Assez souvent, la notion de foi vient rapidement pour aider la faculté cognitive de l'homme, pour dire, bon, je ne sais pas, si je crois, j'ai raison. Puisque si je ne crois pas, je vais souffrir à chercher la vérité. Alors, puisque croire, c'est plus facile, les gens trouvent ça très facile à ne pas chercher la vérité. Et quand ils croient, s'il faut croire qu'il faut souffrir puisque Jésus-Christ a souffert, Jésus-Christ a vécu dans son état. Je ne suis pas juif. Jésus-Christ a très, très clairement déclaré ce qu'il a fait, ce qu'il est venu faire. Nous devons, en tant que le peuple congolais nous-mêmes, nous prendre en charge. Et je reviens à votre question, la situation est calamiteuse depuis très longtemps en l'est de la RDC et on ne peut pas parler rien que donc on ne peut pas parler de Tshisekedi,
ou de Kabila, le fils, ou Saint-Laurent Désiré Kabila, même au moment de Mobutu, ces agrénages de voleurs qui venaient à l'est de notre pays pour commencer à voler ont rendu la tâche très difficile à l'État congolais d'arrêter ça. Malheureusement, que ce sont eux qui fabriquent ces armes et que nous n'avons pas besoin et qui nous donnent des armes au lieu de nous donner de la nourriture. Et nos frères qui n'ont aucune conscience ni intellect, puisque s'ils se donnaient ne fût-ce que 5 minutes à raisonner, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas à manger, on me donne un fusil, je vais aller tirer sur M. Raphaël et je vais prendre sa maison. Je tire sur M. Raphaël, je prends sa maison, le lendemain, je n'ai rien à manger. Il me faut aller tirer sur Marron et prendre son champ de bananes. Et quand j'ai fini de manger les champs de bananes de Marron, si je n'ai rien à manger. Donc, cette paresse de pensée existe chez nous. Et votre question est claire, je ne peux pas aller trop loin pour dire que non, la situation n'est pas une situation d'aujourd'hui, c'est une situation très longtemps, mais qu'il faut voir, il faut qu'il y ait des Congolais qui prennent le relais et la conscience. C'est comme vous avez vu les talibans qui n'ont absolument rien, ni richesse, ni quoi que ce soit, mais rien que pour leur pays, ils meurent de faim, ils sont dans des caves et machin, pourvu qu'ils reviennent et que leur État soit libéré. Et un Congolais, donc dès que tu lui parles, je vais te donner 5 livres, il est très, 5 $, il est très prêt à vendre le Congo tout entier. Et ça, je suis très conscient qu'en parlant de la psychologie, comment puisque commence à observer, et donc, nos fonctions naturelles. Alors, que ce soit la famille, que ce soit des amitiés, je crois que vous avez déjà parlé d'un truc des amitiés sur vos vidéos. Et ce sont ces facteurs-là qui risquent de définir notre ADN de pensée. Oui, vous avez parlé de la corruption, Marron, mais parce que moi, je crois que ça, c'est aussi une des raisons un des facteurs qui défavorise un peu le développement de la RDC aussi, parce que la corruption commence à partir de la tête du pays. On a vu dans le cabinet du président, on a arrêté des gens, on a arrêté des conseillers, on a arrêté des directeurs. Et d'ailleurs, la justice qui marche comme elle marche au Congo, mais quelle est la solution pour ça? On ne va pas commencer à couper la tête de tout le monde, c'est-à-dire on ne va pas dire, bon, on prend celui qui fait le mal, on coupe la tête, mais quelle est la vraie solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a parlé de changement de mentalité, mais les gens ne changent toujours pas. Jusque hier, comme je le disais, on a encore parlé de vol de 248 millions. On a cité le nom de Didier Boudim ou un ministre qui a encore dérobé 248 millions. Donc, on n'arrive pas à comprendre quelle est la solution, Marron, parce que nous devons aller dans les suggestions pour donner la solution, proposer des solutions. Nous ne devons pas toujours analyser pour critiquer, dire que le pays va mal, mais nous-mêmes sommes des originaires de ce pays. Quelle est la solution? Qu'avons-nous à suggérer si tu devenais président aujourd'hui? Marron Yahat, président, que ferais-tu pour éradiquer cette histoire, ce grand fléau qui déstabilise notre pays? Et de prime abord, je vais te dire que si je devenais président, M. Raphaël, ça va s'arrêter, vouloir ou pas. Et c'est-à-dire, ici en Angleterre, s'il y a un danger contre l'Angleterre, l'Angleterre formule une loi pour ce sujet. Vous dites qu'il ne faut pas couper les gens, mais si on dit que quiconque donc et détourne ou vole même 1 centime doit être emprisonné, doit être complètement dépouillé et doit être pourchassé où qu'il soit dans le monde. Et avec un mécanisme comme ça, on exige, l'ONU a signé que s'il y a un des Congolais qui a volé à se cacher où qu'il soit, on coupe des relations complètement avec ce pays-là. Les Congolais
aura la discipline qu'il faudra pour ne pas le faire. Mais Marron, je te prends au mot. Je reviens. S'il faut même revenir à la peine de mort, pourquoi je dis ceci? J'ai vécu au Nigeria pendant longtemps. Le Nigeria avait un grand taux de vol donc sur la rue. Il est arrivé un moment où les gouvernements ne pouvaient plus rien faire. Ce sont les citoyens ordinaires de Lagos. Si on crie olé, c'est-à-dire un voleur, même quelqu'un qui est à demi-kilomètre va venir te jeter une pierre. Alors, ce mot, donc devenir un voleur, était devenu très, très dangereux à Lagos. Chez nous, on te dit un voleur, blabla, et tout le monde est là, il croise les bras, il croit que... C'est ça que je voulais te dire, parler de l'emprisonnement marron, mais beaucoup de gens sont emprisonnés, mais on ne leur ravit pas. C'est ça le problème. Le problème d'emprisonner les gens, on va emprisonner les gens, mais il faut récupérer l'argent. On récupère l'argent. Le type, nous savons bien que nos banques ne donnent pas comme il faut. Il faut récupérer l'argent. L'argent se garde toujours dans leur maison. Il faut aller dans la maison, peut-être aller retirer l'argent ou alors chercher dans des sillages, éviter que les gens gardent l'argent à la maison. Les banques doivent fonctionner comme il faut. Ça, c'est aussi un problème. Parce que les gens, ils gardent l'argent dans leur maison. Mais vous allez dire, vous allez emprisonner quelqu'un qui va sortir dans 5 ans, dans 3 ans, après avoir corrompu déjà les juges. La justice elle-même, elle est corrompue. Et la personne va corrompre. Et puis après 3 ans, il y a une grâce présidentielle qui sort tout d'un coup, il y a un nom qui s'insurge là-dedans, paf, carrément, le nom, il est sorti. Bon, voilà. Parce qu'il est du parti du président de la République ou du parti d'un homme fort, automatiquement, ça se passe comme ça, quoi. On a des cas au Congo, nous connaissons le cas du Congo. Donc, vous, président, vous allez dire, vous allez emprisonner, vous pouvez même revenir sur on va peut-être instaurer la peine de mort. Mais la peine de mort, c'est peut-être pour autre chose. La peine de mort ne doit pas être appliquée pour les gens qui ont volé de l'argent, quand même. Non. S'il faut être strict, M. Raphaël, s'il faut arrêter un fléau, combien de gens meurent en RDC à cause de cette corruption? On a pris et les enfants n'ont rien à manger et les systèmes éducatifs qui y a de l'argent et tout a été détourné. Et si qu'une seule personne vient ici et une personne est morte à cause d'un certain fléau, pas même un fléau, des idéologies. La corruption, c'est une idéologie. Vous venez de dire, M. Raphaël, que la justice en RDC elle-même, c'est une sémence de cette injustice qui est la corruption. Et je vais revenir encore pour toucher à cette sémence de la conscience. Il y a beaucoup de gens qui veulent se dire ils sont qui ils sont. Mais c'est Raphaël, notre galaxie est extrêmement très petite. Il y a des trillions et des trillions de galaxies dans l'univers. La Terre est un petit élément de notre galaxie. Et les continents sont des fractions, s'il y a des trilliards de galaxies, et la Terre ne peut même pas être comptée. Alors, tu trouves une personne sur la Terre qui veut mater tous les autres pour qu'il se fasse croire qu'il est qui il veut se faire croire. Et c'est là où la conscience doit intervenir pour faire comprendre. On revient on peut revenir un tout petit peu plus haut en parlant de la guerre à l'est du pays. On sait qu'il y a des envahisseurs qui viennent du Rwanda, de l'Ouganda, tout autour, quoi. Tous les pays frontaliers nous attaquent. Mais quelle est la solution à ça? Parce que depuis qu'ils ont instauré l'état de siège, on n'a jamais entendu que ça allait, on continue à tuer. Si tu appelles aujourd'hui à Bunia, à Ituri, de ce côté-là, de l'Est à Goma,
un peu plus loin, vous entendez toujours que hier, on avait tué 10 personnes, de l'autre jour, on avait tué 20 personnes. Il y a toujours des attaques. On arrête toujours, même les Congolais eux-mêmes, nous-mêmes, nous sommes en train de supporter les ADF, de supporter les milices qui viennent d'ailleurs pour nous attaquer. Et il n'y a pas de solution à ce propos-là. Parce que l'état de siège, apparemment, pour moi, c'est que dalle. Hein? Monsieur Raphaël, il y a des enjeux que nous devons revenir et nous devons comprendre et les impérialistes sont des impérialistes professionnels. Et comme tu sais bien qu'en Angleterre, on a des cambrioleurs professionnels. Quoi qu'ils soient attrapés de temps en temps et punis, ils sont des professionnels, ils savent bien qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut aller pour entrer dans une maison et qu'ils n'ont pas de clés. Nos voisins sont pour le moment utilisés par ces axes du mal, qui sont bien, comme vous le savez, des Occidentaux. Alors, nos voisins qui sont à côté du Congo sont utilisés par ces Occidentaux qui leur montrent qu'actuellement, et si vous voulez, si on vous envoie, vous prenez, on va vous apprendre à prendre et vous aurez un développement rapide, vous allez gagner. Alors, et c'est là où ils viennent. Mais ce n'est pas que nous tenons donc ce vacuum-là, là où il y a beaucoup de richesses à l'est de la RDC, et toute cette ligne-là, le Katanga est épargné, puisque les Américains ont le monopole. Donc, on peut parler de la vie en RDC. La vie en RDC, la vie familiale, est marquée par trois moments particuliers. C'est-à-dire, il y a la naissance, il y a le mariage et la mort. Et si la naissance est toujours considérée comme une bénédiction, parce qu'elle assure la pérennité du clan. Mais la mort apparaît comme un désastre et le mariage un pont entre les familles. Ce n'était que paraphraser un peu pour parler de ça. Donc, pour moi, l'état de siège ne marche pas, la guerre continue et les gens sont en train de nous attaquer toujours. Mais le mal du Congo maintenant, d'où vient de là? Cette guerre qui est en train de prendre nos vies humaines, cette guerre d'où sortent tous les politiciens qui dirigent le Congo actuellement. Vous savez, du temps de Kabila, il a fait une alliance avec les Rwandais pour entrer au Congo. Parce qu'à chaque fois, il faut penser à l'histoire. L'histoire nous dit, Laurent Désiré Kabila est entré au Congo avec l'aide du Rwanda. Il est venu avec les Rwandais, mais il n'a pas su les faire rentrer chez eux. Donc, les Rwandais sont restés chez nous. D'où on est arrivé au temps de Kabila. Kabila qui fait l'alliance avec des Rwandais pour pouvoir diriger le pays. Allez, voilà qu'on a eu des Banyamulenge qui sont entrés dans le gouvernement. Les Banyamulenge, les gens qui sont mi-rwandais, mi-congolais, les gens qui sont là parce qu'ils sont devenus congolais parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Et voilà. Mais en regardant la guerre de l'Est, il y a toujours eu la guerre depuis 1962, quand il y avait la guerre de sécession. Ça n'a jamais cessé. Ça frappe toujours. Donc, la guerre a continué parce qu'ils savent que ce côté-là était déjà fragile. Ils attaquent toujours de ce côté-là. Et pourquoi ne pas faire un jour comme Mobutu? Les gens qui vous attaquent, vous allez, vous prenez les armes, vous les attaquez jusque chez eux aussi. Donc, déjà, pour répondre à la question, je peux répondre à la question moi-même au lieu de poser la question. Je dirais, le problème, c'est quoi? C'est comme notre frère Zachary Bababa, même si certains boudent un peu Zach, hein, mais Zachary avait parlé de ça au Parlement quand il était au Parlement. Il avait dit qu'on nous donne des armes pour qu'on aille jusqu'à répondre aux Rwandais. Mais comment ça va se réaliser alors que le président lui-même est un bon coopérant, un bon coopérateur? Il nous parle de, il nous donne la leçon de la politique du bon voisinage, tout ça, mais le bon voisinage, c'est eux, ils attaquent et vous n'attaquez pas, vous laissez attaquer tout le temps. Donc, le Congo est mal dirigé, en fait, c'est ce que je voulais dire. Le Congo est mal dirigé pour moi. Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas de réponse à ce propos-là. Je crois qu'il y en a.
il y en a, puisque je crois qu'il y a, et je ne supporte pas Tshisekedi, mais je crois qu'il a reçu parfois et certaines critiques qui, à mon avis, personnellement, étaient insensées. Et pourquoi je dis ceci? Puisqu'il s'est passé un temps où il a été à la tête de l'Union africaine. Et cette tâche-là, c'est une tâche qui vient et qui te met les mains derrière, bien collées. Et tu ne peux pas être là entre des ravageurs de guerre. Maintenant qu'on est sorti, c'est complètement une autre chose. Alors, comme vous le dites, M. Raphaël, je suis très sûr que c'est un problème d'identité. Partout dans le monde, le Congolais est très, très rapide à dire « Oh, Naza Congolais ». Mais quand tu lui parles du Congo, le Congo est Kinshasa. Et cette communication, ce message va directement à notre gouvernement. Même s'il y a 40 personnes qui sont mortes et à l'est de la RDC, pourvu que Kinshasa fonctionne, ça va. C'est triste de voir ça. Tu ne vas jamais voir les Quinois de Kinshasa qui disent « Nous voulons nous former pour aller défendre l'Est de la RDC ». Non. Non. Alors, cette identité qui est très, très mal définie, vous savez que moi, j'ai toujours été un des gens qui critiquent assez souvent les enfants de Lumumba. Pour une seule raison. Puisqu'ils ont tous des cerveaux déjà manipulés. Quand on a tué Lumumba, on les a pris en Belgique. On les a nourris en Belgique. Ils ont tous grandi en Belgique. Ils n'ont pas compris la peine du Congolais. J'ai vécu mon enfance quand j'avais à peine 4 ans, 5 ans. Mon père était un directeur à Onaloa où il envoyait des élèves travailler chez la maman de Lumumba, piler du riz et couper les herbes, qui vivait avec papa congolais et son fils. Tout le jour le matin, je courais, c'est une ou deux places que j'étais permis d'aller. Alors, ces enfants qui ont grandi en Belgique, qui ont une identité congolaise artificielle, puisque ça n'a aucune connexion, c'est tout simplement l'histoire. Notre corps est tout simplement une masse de mémoire. Et ces mémoires, c'est ce que nous ramassons chaque jour. Aujourd'hui, vous êtes ici, vous vivez ici en Angleterre, M. Raphaël, mais en votre enfance à Kinshasa, vous avez ramassé toutes ces mémoires, vous ne les oubliez pas. Vous les avez. Et une personne qui a 40 ans, qui passe ses 40 ans en Belgique, comment je vais lui demander de me donner les mémoires du Congo ou d'Onaloa? Non, absolument. Alors, on n'a pas l'identité. Quand on se définit comme identité, je suis congolais, je suis quinois, c'est tout. C'est-à-dire, si les gens meurent au Katanga, ce n'est pas mon problème. Les gens meurent en Équateur, ce n'est pas mon problème. Mais si on se définit, on se donne l'identité de croire que non, je suis congolais, quiconque meurt à zéro, c'est une partie de moi qui meurt. Quiconque meurt en Bandaka, à Chopo, et partout, et dans l'RDC, dans notre territoire de la RDC, ce moi aussi qui suis affecté, ça changerait la façon de, en anglais nous le disent, to process. C'est pas ce qu'on dit en français. Et donc, de traiter l'information dans le cerveau. Ça va changer notre façon de traiter l'information dans le cerveau. Assez souvent, même ici, et quand vous avez cité,
Vous avez cité le nom de Lumumba. Vous savez que ces derniers temps, on parle de retour des reliques de Lumumba, pendant qu'il n'y a vraiment presque rien à retourner. Non, alors, qu'en pensez-vous? pour moi, M. Raphaël, vous savez que j'ai toujours été très clair. Ça, c'était la farce. Et le pédophile qui a décidé d'assassiner, de tuer 12 millions de Congolais, qui n'a jamais, donc les Belges n'ont jamais reconnu ça, pour moi, c'est plus grave. Lumumba, c'est une personne qui est morte proprement de sa cause, son choix, pour défendre la RDC. 12 millions qui ont été traités comme des brebis à la boucherie de Léopold, et personne ne parle d'eux. Ils remettent le truc de Lumumba. Qu'est-ce qu'ils vont remettre de ces 12 millions et qu'ils ont tués? Et je commence à analyser les choses d'une autre façon, M. Raphaël. Personne ne s'est posé cette question. Léopold II voulait les mains des Congolais pour prouver qu'ils ont été tirés. Pourquoi n'a-t-il pas demandé les pieds? Pourquoi n'a-t-il pas demandé l'œil? Les mains, on peut couper la main d'une personne vivante, les pieds, mais est-ce qu'il n'était pas dans un groupe de cannibales? Ça me vient assez souvent à penser et à digérer ça. Pourquoi les mains? Et alors, donc, quelqu'un qui était là, peut-être, et puisque je suis en train sérieusement de prendre ça en considération, de bouffer les Congolais, et la Belgique n'a jamais accepté, n'a jamais reconnu ça. C'est un cannibale, à mon avis. Et pourquoi le Congo est resté pauvre? Parce que nous regardons tout ce qu'on a comme minerais, mais le Congo reste pauvre. On va bientôt chuter pour aller terminer, mais on va parler de la pauvreté du Congo. La pauvreté du Congo commence par ici. Monsieur Raphaël. C'est là où il y a la pauvreté du Congo. Et puis après ici, il y avait Mobutu qui a encore mis de la pression ici pour dire servir et non se servir. C'est ça ce que je te parlais avant, même dans la famille, tout le monde veut être servi. Tout le monde veut croiser les bras et il est servi. Tout le monde croit que l'autre est servi. Tout le monde croit que M. Raphaël doit avoir 50 $ puisqu'il est servi en Europe. Personne ne comprend que tu es en train de travailler. Et quand tu envoies, même le remerciement est superficiel. Alors, ce qu'il faut changer avant de changer cette pauvreté, M. Raphaël, c'est ici. Quand quelqu'un te donne 10 $ et quand tu penses que quelqu'un a souffert pour avoir ces 10 $, tu vas utiliser ces 10 $ en marquant un signe dans le cerveau de ce système cognitif que non, il m'a donné 10 $ de sa peine. Tellement que ça n'y est pas, la conscience qu'on a parlé n'est pas là. Un pasteur qui va te dire que Raphaël t'a donné 50 $, c'est Dieu qui t'a donné, et puis il va aller remercier Dieu pendant 10 jours et il donne à Dieu 10 $ de ta peine. Écoutez, il faut regarder les choses, il faut que ces messages arrivent aux autres, qu'ils comprennent que non, quelqu'un qui te donne 10 $ et tu vas aller donner 5 $ à l'église, que Dieu t'a donné ces 5 $. Si c'est Dieu, il faut le chercher pour le fouetter, puisque l'offrande de dîme que Dieu veut, c'est l'offrande que les gens travaillent eux-mêmes. Le Congo est un pays riche, pour conclure à cette histoire, dont le Congo est un pays riche en pétrole, lequel contribue plus de 80% de recettes, tout ça, 50% de la population en dessous du seuil de la pauvreté, où l'accès de l'eau et l'électricité est encore difficile. L'offre de santé, l'éducation et le transport ne satisfait pas les Congolais. Donc, ça, c'est la conclusion pour parler de ça.
Nous voilà donc arrivés à la fin de notre programme et on reviendra ça avec d'autres sujets tout à l'heure. Merci beaucoup. C'était donc Raphaël Ngobatsassa et Maron Hirata dans Rango TV. Abonnez-vous s'il vous plaît. On a besoin de vous pour nous permettre de travailler un peu plus. Au revoir.